Est-ce qu'Hélène peut ouvrir son micro? Voilà. Très bien, Bonjour à tous. merci. Bonjour Hélène. Est-ce que nous sommes en direct? Oui. Très bien. Alors, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, Madame Daftian. Vous étiez prévu un peu plus tard dans la matinée, mais on a pu s'arranger avec Madame Bellara. Voilà. Merci. J'ai l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas très facile parce que vous avez un CV très rempli, très riche, beaucoup d'articles publiés. Vous êtes docteur en psychologie. Vous vous apprêtez à rejoindre l'UNAFAM que vous connaissez bien pour avoir travaillé avec eux il y a quelques années dans un poste de chargé de mission jeunes proches et parentalité, et c'est imminent. Je dirais que vous avez un fil rouge avec la jeunesse et la parentalité dans les conditions difficiles qu'impose la maladie, malheureusement. Vous avez été responsable de l'association Les Funambules pendant de nombreuses années. Ces fonctions vous ont amené à développer une plateforme qui est très active, qui s'appelle GEFPsy. Vous en parlerez peut-être. Et j'ai retenu également dans ce riche parcours que vous avez travaillé pendant de nombreuses années à la ville de Pantin sur un sujet relais parents. Voilà. Et vous aviez déjà commencé, j'ai fait à l'envers, votre thèse sur le thème fratrie et schizophrénie. Voilà, vous êtes pleinement légitime pour prendre la parole sur le thème enfants et parentalité, et nous sommes très heureux de vous accueillir. Je vous cède la parole. Je vous remercie. Écoutez, bonjour à tous. Effectivement, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je vais essayer de vous retransmettre beaucoup de paroles de ces enfants qu'on a qualifiés, en tout cas, c'est pas moi, c'est le Dr. Marsh aux États-Unis qui les qualifiait de Forgotten Children, les enfants oubliés de la psychiatrie. Je pense que je vais faire un petit lien avec ce qui vient d'être dit sur le groupe de travail de la HAS par le docteur Chevrier, puisqu'en fait, j'ai participé à ce groupe de travail de la HAS sur l'annonce du diagnostic en psychiatrie et j'ai insisté sur ce terme d'écosystème et pas juste parler des familles des patients, parce que famille, ça veut pas forcément... les familles ne sont pas des entités monolithiques, voilà. Et que trop souvent, quand on parle de famille de patients, en fait, on pense personne en capacité d'aider le patient, donc on pense aux adultes. Et du coup, la question des enfants, en tout cas en France, a été beaucoup trop passée sous silence. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas de m'inviter à parler de ce sujet. Donc, je vais partager mon PowerPoint. Je l'ai chargé. Alors pendant que vous chargez votre PowerPoint, je te dirais que j'ai oublié de le dire, Eliane Melon va être présente tout au long de cette intervention avec vous et va interagir également pour participer à la richesse de cette journée. Je rappelle ici que Eliane est également proche au sein de l'association, donc elle a tous les réflexes, toute l'expérience, vous dirais. Voilà. J'ai un souci, excusez-moi, oui. Je ne comprends pas parce que je l'ai chargé et que je ne le vois pas. Alors, je vais demander si... Voilà, je vais y arriver. Excusez-moi. Est-ce que vous l'avez là? Oui. C'est bon? Non, on ne voit pas. Il n'y a pas encore d'image. Est-ce que c'est bon pour vous?
Ça y est. Ça y est. Très bien. Ouais. Merci. Okay. Je peux peut-être Voilà, l'agrandir. C'est bon, c'est bon. Voilà, donc je vais venir directement sur... en fait, je vais parler beaucoup de contexte, en fait, parce que il y a un problème sur le regard que l'on porte sur les familles de patients, et vous le savez bien, et sur les patients eux-mêmes, bien sûr, et sur cette question-là. Pour les enfants, c'est extrêmement compliqué parce que d'une part, ils ont été complètement oubliés des textes qui régissent la psychiatrie adulte. Moi, je lis beaucoup tout ce qui sort sur l'organisation du système de santé en psychiatrie adulte, alors que tous les textes accentuent le mouvement ambulatoire de la psychiatrie, et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je n'ai aucune nostalgie pour la psychiatrie d'avant, mais en tout cas, qui dit ambulatoire dit domicile du patient. Et domicile du patient, en fait, c'est le domicile d'une famille. Donc, il y a vraiment à repenser, à prendre en considération la présence des enfants au domicile du patient, puisque leur quotidien, la maladie va faire partie de leur quotidien. Je prends par exemple le rapport Lafourcade qui disait le domicile doit devenir la règle, l'hôpital l'exception. Bon, ben, dans ce rapport, qui pourtant prône ça, le domicile doit devenir la règle, l'hôpital l'exception, il n'y a aucune mention faite des mineurs concernés par cette organisation du système de santé. Donc ça, je pense que il y a à travailler cette dimension aussi sur un plan, vous voyez, pas uniquement sur un plan intime, mais aussi sur un plan de l'organisation des soins, sur un plan voire législatif. Alors d'un côté, donc ils sont oubliés. De l'autre côté, ils sont, on va les voir comme des enfants à risque. On en a parlé ce matin, mais d'enfants, dans la littérature scientifique, on voit souvent ce terme enfant HR, c'est-à-dire à haut risque de psychose. Et pour autant, ces enfants HR ne sont pas pris en compte dans l'organisation du système de soins. Donc, et on peut se poser la question d'ailleurs, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient oubliés ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient désignés comme à risque? La question n'est pas... vous voyez, c'est pour ça que je mets ces 4 points ensemble, puisqu'il faut qu'on en parle de façon globale. Un enfant est une personne, et là, en fait, on a des institutions qui, suivant le point de vue de l'institution, voient ou ne considèrent qu'un aspect. Et sur la question de la vulnérabilité génétique, dont il a été question tout à l'heure, je pense qu'évidemment, il faut faire très attention à ne pas renforcer la désignation sur ces enfants. Et je prends un texte du professeur Gargiulo, qui est professeur en psychologie clinique, qui a beaucoup travaillé sur les questions de la médecine préventive, mais hors psychiatrie, vraiment sur la médecine prédictive même. Donc elle dit, une médecine préventive qui permettrait de prendre en charge de manière précoce et adaptée des enfants manifestant une souffrance physique ou psychique ne doit pas être confondue avec une médecine qui s'aventurerait dans la prédiction en emprisonnant paradoxalement ces enfants dans un destin qui, pour la plupart d'entre eux, n'aurait pas été le leur si on ne les avait pas dépistés. Le danger est en effet d'émettre une prophétie autoréalisatrice,
c'est-à-dire de faire advenir ce que l'on a prédit du seul fait qu'on l'a prédit. Et on a pu aller loin dans certains pays, en tout cas en Australie. Là, c'était par rapport aux frères et sœurs de personnes qui avaient des troubles schizophréniques. À un moment, l'Australie a placé tous les frères et sœurs de patients sous traitement neuroleptique. Vous imaginez ce que ça peut faire en termes de désignation, hein, c'est-à-dire, donc, je me construis comme étant un enfant, un adolescent à risque. De même, au Québec, il y a une étude du professeur, excusez-moi parce que je n'ai pas relu mes notes, mais Mazaïd, je pourrais vous redonner l'étude, qui avait convoqué, les enfants de parents ayant un trouble bipolaire étaient convoqués, c'était le terme, pour subir un test de la rétine. Vous voyez ce que ça veut dire pour un enfant, juste d'être convoqué pour un test. Si ça ne s'accompagne pas d'une ouverture sur les questionnements que cette convocation va faire émerger chez les enfants, alors en fait, on va insister sur les facteurs de risque sans consolider les facteurs de protection. Et donc, toute ma façon de travailler, c'est vraiment de consolider les facteurs de protection. Le professeur Lorca a parlé des facteurs environnementaux. Et c'est là-dessus qu'il faut s'atteler, je pense, beaucoup plus. Et puis, du côté de la protection de l'enfance, c'est des enfants qui vont être considérés comme en danger, hein, des fois de façon massive, parce que quand on travaille en protection de l'enfance, parfois on est pris dans un prisme, hein, et je crois que tout professionnel doit être vigilant au prisme dans lequel il est pris. Ce qui m'a fait réagir vraiment sur cette dimension-là, c'est un fait divers, en fait, impliquant le décès d'une petite fille, où la présidente de l'association des voix de l'enfant allait déclarer dans tous les plateaux de télévision que dès lors qu'un parent avait un trouble psychiatrique, il fallait couper les liens du sang. Donc, vous voyez comme ces prismes peuvent être complètement excessifs, et surtout qu'on ne parle pas d'un enfant, on ne parle pas des enfants, on parle de bouts d'enfants, de morceaux, hein. On morcelle. Donc là, moi j'essaye dans mon approche de prendre l'ensemble de ces dimensions. Et puis maintenant, on va les considérer comme des aidants. Donc, comment est-ce qu'on peut être aidant alors qu'on est à risque, en danger et oublié? Donc, il y a actuellement toute une politique nationale sur les jeunes aidants. Moi, vous verrez que je n'utilise jamais ce terme. Moi, je les qualifie de jeunes proches parce qu'ils sont jeunes et qu'ils sont proches. Ils ont le droit d'être aidants, bien sûr, mais je pense qu'on est en train de faire d'un qualificatif un enfant qui aide, un parent qui aide, un frère qui aide, un conjoint qui aide, un ami qui aide. On en fait un nom, une désignation, les aidants familiaux. Alors, si on reprend un peu l'histoire de la psychiatrie, on peut quand même constater que la notion d'aidant familial apparaît au moment où le système de soins est fragile. Donc, cette notion d'aidant, elle est proportionnelle à la fragilité de notre système de santé. Il faut quand même se souvenir qu'en psychiatrie, les familles ont longtemps été exclues et que maintenant, on parle d'inclusion des familles. Je pense que les deux aspects sont excessifs.
Donc, et dans l'inclusion des familles, on parle de l'inclusion des jeunes aidants. Et là, je pense qu'en termes de prévention, il y a vraiment des limites à poser. En termes de prévention, en termes éthiques aussi, est-ce qu'un système de santé peut s'appuyer sur des jeunes aidants comme on est en train de le pousser actuellement? Donc, il y a des travaux actuellement sur les jeunes aidants. Bien sûr, sur un plan sociologique, on peut comprendre cette appellation jeune aidant, mais sur un plan psychologique, qui est le mien, je mets énormément de réserve à cette notion-là. Donc, si je conclue un peu sur ça, le problème de ces 4 visions sur l'enfant, c'est que du coup, il n'a aucune fiabilité de la réponse s'il demande de l'aide. Comment va-t-il être vu? Qu'est-ce que ça va déclencher? Et du coup, ce sont des enfants, je reprends les propos du professeur Thierry Bobet, ce sont des enfants que l'on oublie et ce sont des enfants qui s'oublient. Et c'est là où il y a une vigilance à avoir sur pouvoir leur redonner de la fiabilité quand ils demandent de l'aide et surtout ne pas les oublier. Et puis, j'ai mis aussi effet sur la parentalité, parce que le problème, quand on voit les choses comme ça, c'est que la parentalité, elle est posée que sur un plan problématique, en fait. On a parlé tout à l'heure de la culpabilité. Si on considère les enfants comme à risque, donc j'ai mis au monde un enfant à risque, qu'est-ce que je fais de ça? Comment je peux être parent si mon prisme se limite à ça? Et puis, on parle de parentalité en protection de l'enfance, où là, tout d'un coup, c'est là où on entend le plus parler de parentalité. Donc, je pense que mon intention est de parler de parentalité autrement et de parler des enfants autrement. Voilà. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être parent? Un parent, c'est accompagner son enfant de la conception à l'émancipation. Et donc, c'est accompagner quelque chose qui bouge, puisqu'un enfant, ça bouge. Et actuellement, quand on parle de parentalité en psychiatrie, on s'arrête beaucoup à la petite enfance, à la périnatalité, à la conception, aux questions autour de la conception et de l'arrivée de l'enfant. Mais comment on accompagne la parentalité avec les questions qui vont émerger chez les enfants au fur et à mesure de leur vie? Donc, on pourrait, voilà, j'ai catégorisé parce que moi, du coup, j'adapte mon accompagnement suivant ces classes d'âge, plus ou moins. Voilà, donc 0 à 6 ans, c'est l'âge bien sûr, de la grande vulnérabilité à l'adulte et de la dépendance à l'adulte. 7-11 ans, c'est important parce que c'est l'âge de l'entrée dans les apprentissages. 12-17 ans, c'est l'âge de la transformation et de la construction identitaire, de l'adolescence. Et 18-25 ans, c'est l'âge de l'émancipation et du projet pour soi. Et puis l'âge adulte, où bien sûr des questions de l'enfance peuvent être revisitées à l'âge adulte. Et donc, si les troubles retentissent, comment et sur quoi ils peuvent retentir? Chez les tout-petits, bien sûr, il y a la fragilité des attachements dans ces moments-là où le parent peut être absorbé par son trouble. Et donc, il va falloir aider à construire ces attachements. Il y a chez les petits à être attentif au temps de séparation qui sont vécus différemment quand on est tout petit ou quand on est un peu plus autonome, donc avec des angoisses de séparation très fortes du côté de l'enfant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire?
être séparé de son parent, par exemple, le temps d'une hospitalisation. Et puis, chez les petits, j'en ai rencontré beaucoup. Il y a une grande difficulté à différencier ce qu'ils ressentent de ce que ressentent leurs parents. Et je me souviens d'un grand-père qui m'avait accompagné son petit-fils parce que son petit-fils disait « Mais quand j'ai des cauchemars, c'est la même chose que les crises de papa. » Et du coup, voilà pour moi sur quoi il faut accompagner les questions des enfants. Alors, j'entendais tout à l'heure la question de l'annonce du diagnostic. Est-ce qu'il faut annoncer le diagnostic aux enfants? Je ne sais pas. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'il faut accompagner les questionnements de l'enfant, qui sont des questionnements légitimes. Et que c'est dans l'accompagnement de ces questionnements qu'on va pouvoir apporter de l'information. Moi, les questions que je pose aux enfants, c'est « Toi, comment tu comprends que ta maman ne va pas bien ?» Et j'ai cette réponse d'un petit garçon qui me disait « Moi, je sais que ma maman ne va pas bien quand elle rate tous ses gâteaux. » Ben, j'ai trouvé ça très intéressant en tant que savoir expérientiel de l'enfant, puisque autour de cette histoire de maman rate tous ses gâteaux, bien sûr, on peut amener de l'information. Et c'est là où je pense qu'on peut accompagner les questionnements de l'enfant en amenant de l'information progressivement. Maman rate tous ses gâteaux parce que dans ces moments-là, elle perd la notion du temps, elle oublie. Il y a des raptus. Voilà. Donc, on peut commencer à amener de l'information à l'enfant parce qu'il se questionne, et pas lui balancer de l'information à un moment où il n'est pas en questionnement là-dessus. Donc, sur les 7-11 ans, l'âge des apprentissages, ils sont très perplexes devant la vulnérabilité des adultes. Et c'est un moment aussi où il y a une grande confusion des émotions, un sentiment d'insécurité et du coup, peut-être une difficulté à entrer dans les apprentissages qu'il va falloir soutenir. Et du coup, comment on a parlé des émotions tout à l'heure et de l'importance de pouvoir exprimer des émotions, même si ce sont des émotions négatives. Et pour pouvoir exprimer les émotions, il faut qu'elles puissent être reconnues, validées par quelqu'un. Et je pense à un enfant là, donc moi quand je reçois les enfants, j'ai fabriqué une petite cocotte, vous savez les cocottes en papier, là, cocotte des émotions. Et cette petite fille de 9 ans était là pendant que sa maman expliquait pourquoi elle amenait cet enfant au funambule, parce que le papa était malade et que avec le papa, ils pensaient que ça pouvait être un endroit pour aider leur enfant. Et cette petite fille, en fait, quand la maman parlait, montrait sur la cocotte le mot peur, puisque j'avais mis la tristesse, la joie, la colère, la peur. Donc, elle voyait ça sur la cocotte. Et elle montrait, elle ne disait rien, mais elle montrait avec son doigt ce mot-là, peur. Donc, si un enfant a peur, il faut qu'il puisse nommer cette peur et il faut que cette peur puisse être entendue et répondue. Or, là, pourquoi j'insiste sur les enfants oubliés de la psychiatrie, c'est qu'on organise le système de santé avec l'ambulatoire sans prendre en compte que oui, il y a des moments, face à ces troubles, on a peur parce que celui qui éprouve ces troubles a peur lui-même. Donc, l'enfant est une éponge à côté. Et donc, bien sûr qu'il faut organiser, mettre des mots sur ce que l'enfant peut éprouver dans ces moments-là. Alors, 12-18 ans, c'est un âge où l'étrangeté de l'adolescence va être vraiment en miroir avec l'étrangeté de la maladie. Et avec des questionnements complètement envahissants et inavouables sur leur propre santé. Avec aussi souvent chez les parents une inquiétude sur cette traversée de l'adolescence de leurs enfants. Donc,
comment ne pas être dans la désignation, dans la stigmatisation. Les adolescents sont archi sensibles au ressenti de stigmatisation. Et comment ne pas être dans la banalisation. Donc, c'est toujours sur cette ligne de crête qu'il va falloir être. Et avec, chez ces jeunes, des risques de décrochage scolaire importants. Et c'est là où, pour le coup, je rejoins ce qui est pensé actuellement sur les jeunes aidants, même si je n'aime pas ce terme, parce que, oui, il y a parfois des aménagements scolaires à faire quand la maison familiale devient un lieu de soins à certains moments de la maladie. Voilà. Pour les 19-25 ans, c'est vraiment là des conflits de loyauté. Est-ce que je peux prendre? Est-ce que je peux m'émanciper? Est-ce que j'ai le droit de partir? Est-ce que je ne suis pas un salaud si je pars? C'est des mots que j'ai entendus, avec vraiment des frais intériorisés à l'émancipation et du coup des risques de perte de chance sur leur propre avenir si on n'accompagne pas cette dimension-là chez les jeunes. Il y avait une jeune fille qui me disait mais je ne sais pas être une adulte parce que je n'ai jamais été une enfant. Vous voyez, tous ces mouvements de parentification, c'est-à-dire de soutenir son enfant, son parent, avec parfois des rôles qui se sont inversés. Et donc, c'est bien sûr pour ça, je reviens sur la notion d'aidant familial, de jeune aidant qui ne me va pas du tout. Voilà, et des questions qui, à l'âge adulte, vont se réactiver à certaines périodes de la vie. Voilà, donc ce que j'essaye de travailler actuellement, et je vais démarrer ce projet-là très prochainement, c'est d'ouvrir une consultation parentalité à l'UNAFAM que très prochainement je souhaiterais co-animer avec un médiateur de santé père pour ouvrir ces questions-là de façon... alors, j'aime pas le mot positif parce que ça voudrait dire que le reste est négatif, hein, mais de façon ouverte, voilà, honnête, claire, pour aider à la réflexion et à la prise de décision sur des questions éducatives quand on a une difficulté de santé psychique. C'est-à-dire aider à prendre en compte les effets de sa maladie sur ses capacités, parfois temporaires, à exercer son rôle parental. Aider à trouver les mots pour parler de sa maladie à ses enfants. Donc, oui, il existe des livres maintenant très intéressants pour aider les parents à parler à leurs enfants. Aider les parents à se situer dans les relations avec les professionnels qui ont un rôle dans l'éducation de leur enfant. Donc, la loi dit bien que les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et que les professionnels ne sont là que dans un rôle secondaire. Hein. Donc, comment on peut, je pense à un papa qui me disait moi, je n'ose pas aller aux réunions parents d'élèves parce que j'ai conscience que mon trouble peut se voir et j'ai peur de mettre en difficulté mon enfant. Donc, comment on travaille sur ces questions-là et puis, anticiper les périodes de fragilité et organiser l'accueil de son enfant en cas d'hospitalisation. Donc là, c'est ce que je suis en train de développer en créant mon GPS parentalité parce que j'ai reçu des enfants, je pense à une petite fille de 10 ans, placée en foyer de la Croix-Rouge le soir de l'hospitalisation de sa maman, parce que personne ne savait, personne n'avait voulu prendre en considération que cette maman célibataire avait une petite fille. Donc, je ne sais pas si vous imaginez pour un enfant ce que ça représente d'être comme un paquet posé dans un foyer ou comme un paquet posé chez la tante machin qu'il n'a jamais vu ou avec lequel il n'a pas de lien. Donc,
l'idée de mon GPS parentalité qui, bon, donc, on est en train de finaliser, donc qui va paraître prochainement, c'est vraiment quand ça va bien, quand on est en capacité de réfléchir sur ces questions-là, et bien d'anticiper les situations où, du fait de sa maladie, on ne serait plus en capacité de s'occuper de son enfant et où, du fait de sa maladie, on serait séparé de son enfant au moment d'une hospitalisation. Et là, si les choses sont posées en amont, réfléchies avec l'enfant, nommées à l'enfant, eh bien, si je ne vais pas bien, voilà où nous, tes parents, on décide que tu iras. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça a envie qu'on aille rencontrer cette tante ou cet ami? Voilà, en fait, c'est une façon, en fait, voilà, de protéger son enfant, de lui donner une sécurité de base. Et c'est une façon pour le parent d'assurer la continuité éducative. C'est-à-dire, je suis ton parent, même quand je suis hospitalisée. Donc, j'ai pensé à toi au moment de l'hospitalisation. Et je pense qu'on pourrait aller bien plus loin là-dedans, parce que j'avais rencontré un groupe de... En fait, c'était comme un GEM en Suisse, un GEM de patients qui étaient parents. Et eux, ils avaient construit leur groupe autour de la parentalité. Et ils ont fait bouger en Suisse, donc je crois que c'est dans le canton de Lausanne, les livrets d'accueil d'hospitalisation où on leur demande en fait est-ce que vous avez éteint le gaz, est-ce qu'il y a des problèmes de papier, est-ce qu'il y a un chien? Mais on ne pose pas la question est-ce que vous avez un enfant? Donc eux, ils ont imposé que dans les livrets d'accueil de l'hôpital, il y ait cette question. Madame, monsieur, avez-vous un enfant? Avez-vous des enfants? Savez-vous où il se trouve en ce moment? Êtes-vous tranquille par rapport à ça? Voilà. Donc maintenant, cette question est posée. Donc moi, je voudrais qu'en France, on pose cette question de façon claire parce qu'en fait, moins les questions sont posées de façon claire et objective et factuelle, plus elles sont sujettes à interprétation. Et c'est ça que disaient ses parents, c'est que si moi je pose la question au moment où je suis hospitalisée, donc c'est-à-dire à un moment où je vais très mal, ça va être sujet à interprétation. Ma question de je veux qu'on s'occupe de mon enfant. Vous voyez, donc mon intention avec la consultation parentalité et avec le GPS parentalité, c'est vraiment de créer des espaces où cette question n'est pas posée sur une approche problématique, à risque, en danger, et tout ce qu'on peut mettre derrière. Voilà un petit peu sur quoi je voulais ouvrir peut-être un petit temps de discussion, si on peut. Ah oui, j'ai encore une diapo que j'ai oubliée. Voilà, en fait, je vous ai rassemblé là des films que je trouve très intéressants puisque c'est toujours des histoires de famille. Donc, on ne peut pas simplifier ces questions-là. C'est des histoires de famille, c'est des histoires de culture familiale, c'est des histoires de valeurs familiales, c'est des histoires de traumatisme familial. Donc, bien sûr, chaque famille est différente. Mais je vous encourage vraiment à regarder ce très, très beau film « Humeur liquide » qui a été fait par Rodolphe Viémont et sa femme, Laurence, qui sont tous deux souffrent de troubles bipolaires et qui en fait se sont lancés dans une réflexion sur est-ce qu'on va avoir un enfant ou pas, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Et donc ce film c'est le trajet de cette réflexion que je trouve extrêmement intéressante. Et puis il y a ce film de Romy Trachman
qui n'a plus vu son père depuis le divorce de ses parents quand elle avait 10 ans et qui s'est lancée avec sa caméra à la rencontre de son papa bipolaire dans une quête existentielle. Je trouve que c'est un film très, très subjectif, hein, avec une narration très particulière, mais très intéressante pour comprendre le point de vue d'un enfant. Et puis, il y a le très beau film de Romain Baudéan. Alors, je vous dis à chaque fois, parce que souvent, ils m'ont demandé de faire la première projection en France, en tout cas, Romy et Romain. Et Romain, en fait, après le suicide de sa grand-mère, qui souffrait de troubles bipolaires, il a découvert le récit autobiographique de sa grand-mère, où elle raconte son expérience de maladie et aussi son expérience phénoménologique de sa maladie. Et donc, devenant pas lui-même, il a eu besoin de faire ce film vraiment transgénérationnel qui peut aussi, je trouve que ces récits de vie sont intéressants pour penser ces questions-là. Merci Hélène. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, voilà. Merci beaucoup Hélène. Je me permets de vous appeler Hélène. Merci d'avoir avancé Vous avez une vision, vous nous avez fait part de votre vision j'allais dire de la problématique, hein, en termes que j'aime pas du tout, et tout à fait, hélas, original. C'est dommage. Mais vous nous avez bien fait comprendre à quel point nous avions du progrès, tout le monde avait du progrès à faire sur le problème des enfants et parentalité. Alors, chez nous, bon, on n'a pas directement affaire à de jeunes enfants, hélas, mais pas directement, mais toujours indirectement, mais on a affaire très, très souvent à de jeunes adultes. Et ces jeunes adultes posent la question exactement, abordent le sujet, mais je ne peux pas partir si je laisse mon papa, ma maman. C'est beaucoup de culpabilité pour eux. Ils ne peuvent pas s'en aller précisément parce qu'ils se sentent aidants. Et alors, quand nous les avons en groupe de parole, nous avons, nous, beaucoup de mal. D'une part, on les comprend, on a envie de leur dire, mais partez, allez-y, faites. Et c'est quelque chose d'épouvantable. Enfin, c'est très difficile et nous ne sommes d'ailleurs pas toujours d'accord sur... on n'a pas à dire... on a parlé de notre expérience, c'est tout, mais bon, on a le sentiment quand même qu'il faut libérer ces personnes, mais pour les remplacer par qui? Bon, alors il y a ce problème-là, puis vous l'imaginez, le sujet que vous abordez aujourd'hui a amené énormément de questions, en fait, sur la parentalité, hein, sur la parentalité. Pour les parents, comment gérer, comment faire, par exemple, je vais me permettre de vous poser 2 questions que j'ai promis de poser. La question, j'aime évidemment changer les noms, hein. C'est une question d'Aurélie qui dit « Je suis en cours de divorce et mon ex-conjoint souffre de troubles bipolaires et n'est pas du tout stabilisé. Même s'il a réussi, et il y a toujours une petite marque de positif, à arrêter sa consommation d'alcool, une addiction de 30 ans. Les enfants sont en garde alternée et même s'il est secondé par une nounou et sa maman, quand il a les enfants, je suis inquiète pour mes enfants. J'envisage de faire une demande de garde exclusive, mais ce sera extrêmement violent. » Et vous voyez, alors ça, ce sont la question d'un proche qui est absolument déchirante, je trouve. Et j'ai promis, elle est là avec ses filles, que vous lui essayeriez de l'éclairer. Ben, en fait, c'est une personne avec exactement la même question qu'Aurélie qui m'a fait réfléchir sur le GPS parentalité. C'est une
maman qui est venue et elle voulait que je reçoive sa petite fille de 6 ans parce qu'elle venait aussi de se séparer du papa qui avait des troubles bipolaires. Et elle me disait, on a choisi la garde alternée parce que pour moi, c'est très important qu'elle garde des liens avec son papa. Mais la semaine où elle est chez son père, je ne vis plus. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit, en fait, la question n'est pas que je reçoive votre enfant. La question, c'est, est-ce que vous pourriez venir tous les deux avec le papa pour qu'on réfléchisse à ça ensemble? Voilà. Et donc, c'est de là qu'est né le GPS parentalité. Pratiquement, je l'ai construit avec eux. Donc, on a commencé, je leur ai donné déjà le GPS prévention et soins. Et ça a aidé le papa, en fait, de commencer par cette réflexion-là. Et puis ensuite, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose sur ces questions de comment vous pourriez vous mettre d'accord. D'abord parce qu'en tant que parent, votre rôle, c'est la sécurité de votre enfant. C'est un des rôles de l'autorité parentale, qui confère l'autorité parentale, c'est la sécurité de l'enfant. Et donc, comment vous pourriez réfléchir ensemble sur ce sujet-là? Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, je pense bien sûr que je ne réponds pas clairement à la question d'Aurélie, mais là, peut-être, il faudrait qu'elle n'hésite pas à m'appeler pour qu'on rentre dans la dynamique familiale. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais essayer de faire, c'est qu'on puisse parler des questions parentales. Donc, en fait, je n'accueille pas un malade qui a un enfant. Moi, j'accueille un parent qui a des troubles psychiques. Voilà, ce qui est, vous voyez, une position complètement différente. C'est-à-dire, et je pense que c'est une position qui favorise le rétablissement. Parce que quand on est sollicité en tant que parent, on va trouver des ressources. Parce que c'est une belle posture d'être parent. Vous voyez, c'est une posture qui mobilise. Et voilà, moi, chaque fois que j'ai pu recevoir des personnes malades en tant que parent, ils ont fait un bout de chemin. Parce que, voilà, vous voyez, c'est sortir de cette approche négative de la parentalité. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, en fait. Et moi, je comprends qu'on n'ait pas envie d'en parler. Si on est vu que comme parent à problème, bien sûr qu'on n'a pas envie d'en parler. Donc, je pense que tout à fait dans le prolongement de ce qu'il disait le professeur Lorca tout à l'heure, il faut soutenir les facteurs environnementaux. Alors, oui, il y a une vulnérabilité sur ces enfants-là, mais par contre, ce que ces enfants-là ont par rapport à des générations de parents où on ne savait même pas qu'on était malade, où la maladie était niée, là, ils ont des parents qui font face à leurs troubles. Ben, ça change tout en termes de facteurs de protection. Vous voyez, donc moi, en fait, j'ai souvent quand je reçois un enfant, j'ai souvent un schéma d'une balance. Et je lui dis, oui, voilà, mais à peu près comme tout être humain, hein, tu viens au monde avec des fragilités et des forces. Donc, les fragilités, on peut remplir la balance, hein, mais moi, ce qu'on va essayer de remplir, c'est soutenir les facteurs de protection de ces enfants. Je pense par exemple à des choses toutes bêtes, hein, mais souvent, c'est des enfants, la maladie prend tellement de place qu'ils ne sont pas inscrits au sport. Aller faire du foot quand on a 9 ans, ça peut rentrer dans les facteurs de protection. Mais voilà, pour moi, c'est que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'organisation des soins
qui a complètement banalisé l'ambulatoire et les effets de l'ambulatoire sur les enfants. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut mettre des moyens sur l'ambulatoire. C'est trop simple de dire, on bascule de l'institution à la maison familiale. La maison familiale, si elle devient une institution de soins, a besoin d'être soutenue. Il y a besoin de professionnels davantage. Je pense par exemple à des TISF, des techniciennes en soutien familial, en intervention soutien familial, parfois de l'aide au ménage. Quand on a des troubles, parfois, ce n'est pas possible. Et où il y a des moments... Vous voyez, donc je pense qu'il y a des... on ne peut pas se limiter à dire on fait de l'ambulatoire parce que c'est bien. Pardonnez-moi, Hélène. Pardonnez-moi de vous interrompre. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, nous ne pourrons pas poser d'autres questions, mais les personnes qui nous ont écoutés savent vous retrouver. Hein, et je pense voilà, et que bon, il est certain qu'on pourrait en parler pendant. On aurait dû consacrer même quasiment toute une journée à votre thème. Et je vais être obligée de passer, je ne vais pas être obligée, je vous remercie et je vais passer la parole à Patrice et à Amélie. D'accord. Oui, on vous remercie beaucoup. On remercie également nos amis de l'UNAFAM parce que vous allez travailler pour eux bientôt et on a bien des actions en cours avec eux et on souhaite que notre lien de proximité demeure avec notre originalité et eux la leur, bien entendu.